Et à J-83, c'est notre rendez-vous désormais hebdomadaire avec l'élection présidentielle ici en France. France 2022, l'heure du choix. Chaque lundi à 20h-15h de Paris, à partir du 14 mars, nous vous retrouverons chaque jour à cette heure. Rachel Verdian, bonjour. Bonsoir Raphaël, bonsoir à vous tous. On sort d'un week-end très chargé pour tous les candidats, mais c'est Éric Zemmour qui a fait le plus réagir. Après ses propos sur les enfants en situation de handicap, il devrait, selon lui, être pris en charge dans des établissements spécialisés plutôt qu'intégrés au sein de l'école de la République. Il a même dénoncé, je cite, une obsession de l'inclusion en France. C'était vendredi dernier. Depuis, l'ensemble de la classe politique a fait part de son indignation. Éric Zemmour a tenté de s'expliquer dans une vidéo YouTube sans pour autant renier ses propos ni présenter d'excuses. On verra dans les prochains jours, Raphaël, si cette sortie aura des conséquences sur sa campagne. Il y a eu aussi cette semaine de nouvelles candidatures, des animaux caressés, du fromage dégusté et même une première mondiale, un meeting en quasi-réalité virtuelle. Le récap politique est signé Florent Rodeau et Aurélien Porcher. C'est l'histoire d'une campagne qu'il aimerait voir décoller. Meeting d'un nouveau genre pour Jean-Luc Mélenchon, avec l'envie de décrocher la Lune. Quand on est dans l'espace, ne croyez pas une seule seconde qu'on fasse autre chose que de s'occuper de la Terre. L'insoumis est dans l'espace, Christiane Taubira dans le brouillard. Mais l'ancienne garde des Sceaux a pris sa décision. Je suis candidate à la présidence de la République. À gauche, le combat est lancé. Vainqueur par chaos pour l'instant, la désunion, car chacun veut boxer seul de son côté. En fait, je vais te dire, peu importe qui est le plus fort. C'est tout seul, on fait rien, donc on a intérêt d'être plutôt ensemble, non ? Dans le programme de la socialiste, un impôt sur la fortune climatique, copié-collé de Yannick Jadot. L'écologiste, en mission éveil des consciences, au pied des Alpes enneigées. Pratiquent tous le ski. Le déni, c'est sur ceux qui pensent que dans les années qui viennent, il y aura de la neige tous les hivers. Ouf, de la neige, il y en a encore dans le Doubs, où Valérie Pécresse veut casser son image de Parisienne. En allant, comme disait Jacques Chirac, tâter le cul des vaches. Donc elles n'ont pas trop l'habitude. On la retrouve en Grèce, dans le nouveau camp de Samos, où les migrants sont surveillés de très près. Si on ne se met pas à créer justement une alliance des pays frontaliers pour que le modèle grec devienne le modèle européen, alors eh bien, on continuera à avoir une Europe passoire qui est celle aujourd'hui du président Macron. Elle aussi a en ligne de mire le second tour de la présidentielle. À Erquy, le courant ne passe pas entre les éoliennes et Marine Le Pen. Ce projet de parc éolien en mer est vraiment la démonstration que nos dirigeants ont perdu la tête. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vivement la prochaine. Et la question que tout le monde se pose encore à l'issue de cette semaine de campagne, c'est y aura-t-il un seul pilote dans l'avion de la gauche ? En tout cas, ils sont 8 désormais dans la course. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Fabien Roussel du Parti communiste, l'écologiste Yannick Jadot, Philippe Poutou du nouveau parti capitaliste, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg et enfin l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira. On en parle avec Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Traditionnellement, la gauche, Roselyne, c'est le partage des richesses et le sens du collectif, mais ce dernier mot semble rayer, en tout cas pour le moment, du vocabulaire des candidats à gauche. Absolument, et j'imagine que vous avez tous les deux, Raphaël aussi, lu Les Trois Mousquetaires, et le fameux slogan de l'époque, c'était « un pour tous et tous pour un ». Aujourd'hui, la gauche pourrait transformer un pour tous, chacun pour soi. La gauche ressemble aussi aux Atrides, vous savez, c'est cette famille de la mythologie grecque qui était maudite par les dieux à force de s'écharper, de se tuer, de se trahir. Mais ce qui paraît aujourd'hui un mythe, eh bien, c'est cette union de la gauche. On a l'impression qu'on vous raconte une histoire au temps de François Mitterrand. Il était une fois la gauche, il y a très longtemps, dans un pays lointain. Alors oui, sous François Mitterrand, l'union de la gauche, sous Lionel Jospin aussi, la gauche plurielle, mais tout ça paraît très loin. Alors certains se lancent à parler de recomposition. Moi, j'ai plutôt envie de parler de décomposition. Et si Mélenchon en avait parlé dans son meeting olfactique, je ne sais pas quelle odeur il aurait
envoyés. En tout cas, Yannick Jadot, lui, voulait rassembler, rappelez-vous, il y a quelques mois, et tout le monde lui avait rayonné, lui avait claqué la porte au nez. Donc lui, du coup, il a fait sa petite primaire tranquillou. Et puis maintenant, on vient le tarabuster avec cette histoire de primaire. Mais on peut se demander où était Christiane Taubira à ce moment-là. Elle était chez elle, en Guyane, et elle n'avait pas l'air d'être taraudée par une envie présidentielle. Alors on peut se demander quelle mouche l'a piquée. Dieu seul le sait, peut-être par orgueil, diront certains, l'orgueil de se croire comme, si on continue à filer la métaphore mythologique, une sorte de Deus ex machina. Vous savez, dans les tragédies grecques, le Deus ex machina était le dieu qui sort de la boîte et qui vient arranger les affaires des hommes. Eh bien, elle pense peut-être qu'elle va sortir de la boîte. Quel sens a sa candidature? Est-ce que c'est un coup de poker, un coup de jarnac? Si elle est adoubée par la primaire, évidemment, elle ira et on lui reprochera, peut-être comme en 2002, d'avoir fait perdre la gauche, mais est-ce qu'elle peut faire perdre la gauche? La réponse est non, puisque la gauche a déjà perdu. Pourquoi? Parce que si on fait le total gauche, eh bien, il y en a à 2, 3, 4%. Le Parti communiste à 2, Montebourg à 1, enfin bon, bref. C'est la gauche éparpillée façon Pulse. Et vous connaissez le titre du film avec James Dean, La fureur de vivre. On pourrait rebaptiser La fureur de perdre. La fureur de perdre, en tout cas, dans cette cacophonie, pour l'heure à gauche que vous venez de décrire, Roselyne, c'est pour l'heure le candidat désormais olfactif, donc Jean-Luc Mélenchon, qui semble plus en odeur de sainteté à gauche. Ah, pas mal. Tout à fait. Et d'ailleurs, avec c'est quoi? Il est entre 7 et 10%, mais c'est Broadway. Il peut en tout cas se dire qu'il fait une performance à gauche. Mais il a fait une performance ce week-end, franchement, et on peut le reconnaître. On voit les images derrière vous de ce meeting. Alors, vous le disiez, olfactique, c'est-à-dire que lorsqu'il parlait de la mer, parce que la France a un parc maritime énorme, donc on avait des airs d'iode. Il parlait de l'espace, donc on était à 360 degrés dans l'espace, d'autant que l'espace, c'est son nouveau dada. Il pense qu'il faut remettre en question la dissuasion nucléaire parce qu'il a un peu la tête déjà dans les étoiles. Il imagine la guerre des étoiles. Son discours, c'est de dire finalement, les Russes, on a vu que les Russes pouvaient envoyer bombarder des satellites de la Terre. Donc il pense que la prochaine guerre sera dans l'espace. En tout cas, ça marche. Il raconte des histoires aux Français. Il innove. Et c'est ce qui plaît. On dit toujours que dans une présidentielle, il faut raconter un récit. Eh ben, en tout cas, il a trouvé son récit et ça plaît. Voilà. Merci beaucoup, Roselyne, pour cet édito. Je le rappelle, on vous retrouve demain dans une version longue de votre émission Mardi Politique, co-présentée avec Frédéric Rivière de RFI. Des candidats, Roselyne vient de le dire, qui se disputent pour l'heure à gauche à 8, à peine un quart des suffrages des Français, si l'on en croit les sondages. C'est dire le glissement à droite de l'électorat. Oui, effectivement, Raphaël, même si, selon les sondages, les problématiques du pouvoir d'achat ou de la santé figurent en tête des facteurs qui influenceront le plus le vote des Français, devant l'immigration et l'identité nationale, dans les discours et les interventions médiatiques, ces thèmes reviennent sans cesse. Alors, comment cette droitisation est-elle vue de l'étranger, notamment sur le continent africain? Voyez ce reportage à Dakar de Sarah Sako. La campagne présidentielle française est bien suivie, ici aussi au Sénégal, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour en parler, je me trouve avec deux citoyens sénégalais engagés, Mamba Soiré, entrepreneur social, et Abdou Cissé, blogueur, militant des droits de l'homme. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors qu'avez-vous retenu de ce début de campagne? Je pense que c'est vraiment cette montée de l'extrême droite avec une certaine vision qui est aujourd'hui incompréhensible dans un monde où nous vivons, avec un destin en commun. La politique internationale des candidats m'intéresse beaucoup. Pour prendre un exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il parle de créolisation, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est dans ce monde que nous vivons. Justement, l'identité, la question migratoire, qui sont des thèmes vraiment omniprésents dans ce début de campagne, comment vous le vivez depuis le Sénégal? Sur la question migratoire, pour y apporter une réponse, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes racines de ce problème-là. Et c'est là où je pense que les candidats loupent le coche, justement, et essayent vraiment de polémiquer sur des choses qui, véritablement, ne vont pas changer les conséquences de l'immigration. Par rapport à la question migratoire,
migratoire, il y a beaucoup de fantasmes. Nous, à Africtivist, l'organisation dont je suis membre, nous prévoyons de fournir des informations circonstanciées, vérifiées sur cette question, parce qu'il y a beaucoup de fake news, de fausses informations là-dessus. Emmanuel Macron avait promis en 2017 de changer le rapport de la France au continent africain. Quel bilan tirez-vous de son action à ce sujet-là ? Bon, je dirais que le bilan est un peu mitigé. Hein. Bon, il y a eu des discours, il y a eu des vœux, mais en profondeur, il n'y a pas eu de changement par rapport à la relation entre l'Afrique et la France. Le rapport de la France et l'Afrique et ces 500 ans d'histoire qui ne peut pas être résolu en 5 ans. Je pense que aussi c'est aux citoyens africains et européens, notamment français, de prendre conscience que c'est un changement systémique. Les Sénégalais vont sans doute continuer à suivre la politique française. En attendant, ils sont concernés par une autre campagne électorale, celle des élections locales sénégalaises qui se tiendront ce dimanche. Et le monde arabe est également très attentif à ce qui se passe en France. La présidentielle, là aussi, intéresse beaucoup pour des raisons diverses. On en parle ce soir avec vous, Taoufik Mjayed, présentateur, je le rappelle, sur la chaîne arabophone de France 24. Bonsoir. Pourquoi est-ce que la présidentielle en France fascine autant le monde arabe ? Pour plusieurs raisons. Raisons géographiques, proximité géographique, surtout avec la Méditerranée, cette mer accoucheuse de civilisation, comme disait Fernand Braudel. Puis des raisons historiques, je ne vais pas les énumérer. Présence française pendant l'époque coloniale au Maghreb, présence française sous mandat britannique en Syrie et au Liban. Puis, une chose vraiment à mentionner, c'est que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc ça intéresse tout le monde. La France joue un rôle moteur aussi au sein de l'Union européenne. Donc ça intéresse aussi tout le monde. Il y a une présence française. Et puis la France est une force mondiale, ce qui est normal que les pays arabes s'intéressent à ce pays. On comprend que ce qui se passe en France est un enjeu au sein du monde arabe, mais il y a un intérêt pour cette présidentielle en particulier, Taoufik. Parce que maintenant, nous avons deux extrêmes. Nous avons l'extrême droite et on a l'extrême de l'extrême droite. Vous connaissez très bien le nombre de la communauté arabe qui se trouve en France. Donc il y a un danger pour beaucoup. On suit qu'est-ce que ça va donner, pourquoi ce discours sur l'immigration, pourquoi ce discours sur la sécurité, pourquoi ce discours sur l'islam, surtout quand on sait que Éric Zemmour, il est d'origine algérienne, donc ça intéresse encore plus. Puis c'est un phénomène que les gens essayent de comprendre. Et puis, le problème aussi des visas. Parce que beaucoup dans le monde arabe s'intéressent aussi à ce sujet. Vous vous souvenez, quand Chirac était à Alger, le premier slogan qu'on a entendu, c'était des visas. Merci beaucoup Taoufik et je précise qu'on peut vous retrouver tous les vendredis à 19h10 heure de Paris dans Une semaine en France, donc votre émission consacrée à la présidentielle sur la chaîne arabophone de France 24. Et la France, évidemment, on continue d'en parler puisque c'est notre rubrique à présent. Allons enfants de la patrie, Ashreen. Oui, Raphaël, jusqu'à la présidentielle, on va se rendre dans diverses régions pour prendre le pouls du pays à travers des portraits de Français. On part cette semaine dans le Berry à la rencontre d'un barman ambulant, Sébastien Chérier, qui essaye de redonner vie aux petits villages où les commerces ferment les uns après les autres. C'est un portrait réalisé par Julie Dungeloff et Florence Vigny. Moi, je suis un enfant du Berry, j'ai toujours vécu ici. J'ai tellement connu la vie dans les petits villages, les bistrots, les petites épiceries, les boulangeries, enfin, je veux dire, voilà, la vraie vie. Et moi, de voir tout ça fermé, ça me bouffait. C'est de là que j'ai eu l'idée de vouloir faire un bistrot, mais ambulant. Bah là, on vient d'arriver à Saint-Léger-le-Petit. Je viens tous les 15 jours. On est bien quand même à Saint-Léger, il fait bon vivre. L'autre fois, ça permet de se retrouver un peu déjà, de causer, de raconter des conneries, parce qu'il n'y a que ça qui va. Aurélie Garneau, maire de Saint-Léger-le-Petit. Ce qui nous manque, voilà, ce serait un bar ouvert tout le temps sur notre commune. Le dernier a fermé il y a 6 ans. Et une petite épicerie avec un dépôt de pain. C'est vrai que même à la boulangerie, les gens, ils se rendent compte. Depuis les années 2000, je pense qu'il y a eu un gros problème. Déjà, il y a eu l'euro. L'euro a fait du mal, a flingué tout, énormément de commerces. Et puis là, il y a eu des carrefours, des grands commerces comme ça qui ont commencé à se monter. Là, tout le monde va au moins cher. Je te le note ou comment on fait? Tu m'as dit 3 kirs, un berrichon et une affli, 9,50. Je me rends compte que le barman et le psychologue du village aussi, les gens, ils ont même besoin de parler.
C'est souvent les anciens qui mettent vraiment plus l'ambiance que les jeunes. C'est la mort dans l'âme. On est attendu. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand c'est une personne âgée qui vient me voir. Dis, gamin, ce que tu as fait, c'est vraiment bien. L'idée était simple, mais il fallait y penser. Citoyen. Ma priorité, si je serais président, moi, ça serait de redonner vie à tous les petits villages. Rouvrir des petits commerces, des bouchers, des boulangeries, des pharmacies, les écoles. Moi, la grande priorité, les petits villages. Et deuxième point, je pense ne plus taxer tout ce qui est petit commerce. Et comme ça, au moins, ils pourraient continuer à vivre et faire des embauches. On se quitte avec l'image bonus à présent, ça fait un peu écho au cadeau bonus. D'ailleurs, c'était la même époque, 1965. On est à l'entre-deux-tours de la présidentielle et le général de Gaulle donne une interview. Oui, c'est la première présidentielle à se dérouler au suffrage universel direct. À l'issue du premier tour, De Gaulle est mis en ballottage face à une gauche unie autour de la candidature de François Mitterrand. Alors le général se positionne plus que jamais comme l'homme rassembleur au-dessus des partis. Il sera finalement réélu au second tour avec un peu plus de 55% des suffrages. Que la Constitution marche depuis 50 ans. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela, c'est une erreur nationale impardonnable. Et c'est la fin de France 2022, l'heure du choix. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Ashreen. France 2022, l'heure du choix, retrouvée sur notre site internet france24.com, également sur les réseaux sociaux. Rendez-vous lundi prochain, même heure.